Salut à toutes et à tous, le Tour a vu la vie en rose. Aujourd'hui, le rose du maillot IF Education de Richard Carapaz, vainqueur à Orsières-Merlette. L'Équatorien remporte sa deuxième étape sur le Tour après celle gagnée en 2024 à Super Dévoluy. Il intègre le top 10 d'un classement général qui reste par ailleurs inchangé. Les favoris n'ont pas bougé une oreille. La grande bataille attendra demain et après-demain avec deux arrivées consécutives à l'Alpe d'Huez. Et pour débriefer cette 18e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe, qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Thomas Perrotto. Salut Arnaud, salut tout le monde. Bonsoir Julien Chénet. Salut Arnaud, salut tout le monde. Et salut Lucas Rinx. Bonsoir tout le monde. Et c'est parti pour le 21e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 18e étape du Tour ? Luc, à toi l'honneur. Ce petit point rose qui se distinguait dans les lacets d'Orsières, parce qu'avec Éloi, on a regardé la fin de l'étape en attendant les voitures des directeurs sportifs peu après la ligne. Et donc, j'ai retrouvé ce petit sentiment si agréable quand on vient se poser dans un col et qu'on attend des heures. Bon, là, on a attendu quelques minutes. Et qu'on voit l'hélico arriver, et puis dans les lacets, les coureurs se distinguer. T'es en train de nous dire que tu regrettes presque de couvrir le Tour de France. Ouais, c'était mieux avant. Thomas, ton image du jour. D'avoir vu Warren Barguil dans une échappée, ça m'a fait penser au petit débat qu'on avait eu également sur Julien Alaphilippe. Compliqué ce tour pour Warren Barguil, on l'a vu à l'avant. Il a vite été lâché, c'était vraiment trop dur pour lui, et ça m'a fait penser aussi à l'entretien qu'il a accordé à Julien Chénet, où il parlait de toute cette période de Tour de France avant et à quel point ça avait changé et à quel point c'était difficile aujourd'hui d'exister. Avec docteur Julien Chénet, puisque il était vraiment à son chevet ce jour-là dans sa chambre d'hôtel. Pas loin. Voilà, pas loin. Julien, quelle image retiendras-tu ? Alors moi j'ai un faible pour les virages après celui d'Alex Baudin hier dans le col des Prés, c'est celui de Nicolas Broyard à 3 km de l'arrivée. Ils étaient une cinquantaine à venir le soutenir depuis le Vaucluse. Bon, c'est pas juste à côté, on peut pas dire que c'est un local de l'étape, mais c'était l'étape la plus proche pour eux. Il y a même des cousins qui sont venus de Paris pour venir le voir et il était dans l'échappée, c'était vraiment une étape qu'il avait cochée et puis il s'est fait rattraper en fait juste avant ce virage par le peloton et c'était une bonne chose paradoxalement pour tout le monde parce qu'il a pu s'arrêter au moins 5 secondes, enlacer sa mère et certains de ses proches et c'était une belle image. Il était très ému Nicolas Brouillard à l'arrivée. Et c'était une belle image effectivement, c'était un jour taillé pour les échappés, un jour taillé pour un homme fort. Richard Carapaz s'est donc imposé aujourd'hui à 1850 mètres d'altitude dans la station d'Orsières-Merlette dans les Hautes-Alpes, l'un des plus beaux coins de France, non loin de là où il avait déjà gagné en 2024 à Super Dévoluy. Il a été le meilleur d'un groupe de 6 qui est resté à l'avant de la course justement au pied de la dernière montée avec Valentin Paré-Peintre, on va en reparler, avec Matteo Jorgensen, Mauro Schmid, Tobias Johannessen, Raoul Garcia Pierna. Luc, je me tourne vers toi. Richard Carapaz, puisque tu as apprécié voir ce point rose arriver depuis le bas de la montagne, quel attaquant, quelle belle mentalité quand même. Ouais, j'ai sorti cette image pas seulement parce que je voyais un coureur du Tour de France arriver, mais aussi parce qu'il y a toujours une certaine joie à voir Carapaz récompensé, parce que là il a vraiment fourni énormément d'efforts aujourd'hui, mais aussi depuis le début de ce tour, et son équipe IF Education EasyPost a fait beaucoup d'efforts. On les a vus tenter de prendre tous les mouvements depuis le début. Encore aujourd'hui, ils sont 3 derrière lui à essayer de contrôler, de semer un petit peu la pagaille aussi. On l'a vu dans l'étape des Vosges aussi, Carapaz se faire reprendre cruellement par le groupe maillot jaune dans le col du Hague. Et quel coureur, quoi, tout simplement. On en parlait avec Thomas juste avant de venir au podcast, mais son palmarès est juste hallucinant. Et des fois, je crois qu'on s'en rend pas tellement compte, parce que c'est un coureur qui n'a pas pu jouer le général sur Tour de France depuis quelques années, mais qui brille, que ce soit sur les étapes, sur le maillot à pois, sur les courses d'un jour aussi, puisqu'il est quand même champion olympique. Enfin, quel coureur. Et qui avait notamment battu Vincenzo Nibali lors du seul Tour d'Italie, du seul grand tour qu'il a remporté, c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Après, tombé à la 2e ou 3e étape, je me rappelle de ce moment-là où il y a la pluie, et je sais pas pourquoi ce nom-là m'était venu, on était à la table avec des potes, et on dit, ça y est, le Giro est perdu pour Carapaz, mais vraiment un peu au hasard, en rigolant. Et 3 semaines après, il gagnait. Vous me pardonnerez l'expression, il y aura peut-être un bip, mais Richard Carapaz, quel putain de champion, quoi. Enfin, si on regarde toute la start list du Tour de France et que vous me demandez de choisir 5 coureurs par rapport à leur palmarès,
Et par rapport à leur tempérament, je suis presque sûr que je mets un mec comme ça dedans. Et on l'a vu sur la Vuelta, on l'a vu sur le Tour de France, on l'a vu au Giro, il a gagné le Giro. L'année passée, il a failli gagner le Giro. Là, on l'a vu à l'attaque tout le temps. En 2024, c'était pareil. On se rappelle aussi assez peu, mais il porte le maillot jaune assez rapidement. Il va faire un sprint à Turin, je crois qu'il fait 10e ou 12e, juste pour devancer à la placette les leaders du général et pour endosser ce maillot jaune, du coup. C'était, je crois, le premier équatorien peut-être à ce moment-là à le porter. Il y avait une énorme communauté de supporters à l'arrivée au Carapace bus d'IF. et Rescapace. Oui, une chanson de Winson. Qui signifie donc Carapace, tu es capable. Tu es capable, voilà. Donc il y avait tous ces mecs-là qui étaient à l'arrivée à Turin, je me rappelle très bien. Et voilà, il y a une mentalité, il y a quelque chose qui se dégage de ce coureur-là et c'est génial de le voir aujourd'hui triompher. C'est un fourré classé, voilà, on peut le dire, puisque d'ailleurs il aime l'Italie, il a gagné le Giro. Julien, c'est clair que c'est pas un coureur qu'on avait coché pour le classement général, clairement pas, mais parmi les coureurs qu'on avait justement pas coché pour le classement général, on savait que lui il faisait partie de ce groupe-là, de ce groupe d'immenses champions qui étaient capables et qui allaient sans doute nous remporter une étape sur le Tour de France cette année. C'est un immense champion et c'est un coureur dont on sait que quand il est sur une course, il va faire le spectacle. Il le fait depuis le début de ce Tour de France. Là encore aujourd'hui, il a multiplié les attaques avec Valentin Paré-Pinte qui était un peu comme un sparadrap derrière lui à s'accrocher dans la quête du maillot à pois. Je trouve qu'il a eu l'intelligence il a su courir 2 lièvres à la fois, en faisant les points, mais en laissant Paré-Pinte faire le sprint et en terminant derrière lui à chaque fois pour prendre un max de points, mais en faisant le minimum d'efforts. Et ça peut être aussi pesé, je pense, dans le final pour gagner cette étape. Oui, il a un palmarès énorme. Je crois qu'il a 9 étapes en grand tour. Il a 25 victoires et quand on compte que parmi ces 25 victoires, il en a 9 en grand tour, qu'il est champion olympique, ça fait déjà au moins quasiment la moitié de très très grandes victoires. Et gagne peu mais bien. Ses 3 dernières victoires, c'est 3 étapes de grand tour en 2024, 2025, 2026. Alors, cela dit, tout n'a pas été facile, hein. Tu le disais, Julien, c'est vrai qu'il a dû sauter dans lui-même tous les coups. Il a lui-même dit que c'était une journée très dure aujourd'hui. Il a couru un petit peu à l'image de Philipsen hier, après la tête de la course, avant finalement de s'imposer. Là aussi, il faut en vouloir finalement tactiquement pour être toujours dans les bons coups et surtout ne jamais se décourager. Je sais pas, Thomas, Luc. Tactiquement et mentalement, enfin tout n'a pas été facile dans sa carrière et dans son année. Enfin, je me souviens très bien de ce Tour 2023 où il se fracture la rotule le premier jour à Bilbao alors qu'il avait de grandes ambitions. En plus, ce jour-là, je l'avais joué dans notre concours de pronostics, donc ça m'avait mis dans le dur. Mais il avait fini cette étape avec la rotule cassée. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la douleur que ça peut susciter. 2024, il tombe aussi au Tour de Suisse avant d'aller chercher ce maillot jaune à la 3e étape, comme tu le disais. Et cette année, il y a encore déjà, il a perdu sa mère en début d'année, en janvier. Il est opéré en avril du périnée. Son staff, et tout à l'heure c'était Charlie Vélégélus, son directeur sportif, qui disait il fait partie de ces rares athlètes qui peuvent vous surprendre, quoi. Mais qui peuvent littéralement vous surprendre parce que quand il revient de cette opération-là, je crois que dans le staff d'IF, on l'attendait pas 2e du Tour de Suisse. Et pourtant, il est là. Et derrière, il se disait, bon, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire sur le Tour de France. Est-ce qu'on joue le général? Est-ce qu'on va tenter de trouver une étape? Alors qu'on a aussi un collectif qui est assez fourni. Après le Tourmalet, ils se sont dit, bon, tant pis, on se focalise sur une étape. Ils y sont allés tous les jours. Et on parlait un petit peu des gremlins des Lidl Trek, mais chez eux, ils sont pas mal aussi. Quand on voit les Baudin, les Asgreen, etc. Et lui, je pense que c'est celui qui incarne le plus cette force mentale-là. Et il faut pas avoir froid aux yeux quand même quand on s'appelle Richard Carapaz pour attaquer là où d'autres n'ont pas forcément osé le faire. En l'occurrence, attaquer Tadej Pogačar. Je repense notamment à l'étape du Lioran. Alors certes, il se fait reprendre dans le col de Pertus, si je dis pas de bêtises, à l'avant-dernier col de la journée, mais il a eu le cran ce jour-là d'attaquer Tadej Pogačar. Lui, il s'en fiche en fait. Peu importe que tu sois maillot jaune ou lanterne rouge. Après, il poursuivait pas le classement général, donc non, mais cette liberté-là. Mais dans le gain de l'étape, il a une stratégie offensive et c'est vrai qu'il regarde les autres champions les yeux dans les yeux, quoi. C'est pas du genre à faire des complexes. On l'a vu souvent essayer de suivre les attaques de Pogačar. Je me souviens la Redoute. Sur Liège-Bastogne-Liège, il a été le seul à suivre Pogačar. Je sais plus si c'était l'an passé ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Merci Thomas. Et qui m'a fait un petit signe de la main. On est très solidaires à l'équipe. Et du coup, il avait complètement explosé. Et je crois qu'il finit très loin ce jour-là. Donc voilà, il tente, il vide son réservoir jusqu'à ce que il y en ait plus, quoi.
Thomas? Sa saison, elle ressemble beaucoup à celle de 2024 parce que tu l'as dit, il était tombé au Tour de Suisse et je me rappelle d'avoir eu cette discussion avec Jonathan Vaughters, le patron de l'équipe IF, qui disait que c'était pas du tout prévu qu'il arrive sur ce Tour de France dans d'aussi bonnes dispositions et à chaque fois il arrive à recréer une espèce de bulle avant une grande compétition, d'être vraiment concentré sur un seul objectif, de tout mettre là-dessus et avec un caractère vraiment à s'accrocher. L'année passée, je l'avais vu au Giro, on avait pu faire une interview la deuxième journée de repos et ça me faisait rire parce que toutes les 5 phrases il parlait à la Richie style et je me disais mais de quoi il parle, qu'est-ce que ça veut dire Richard quand tu parles de ce style là, et il dit c'est vraiment de me laisser porter aussi par un feeling, par un sens de l'attaque. Oui, le cyclisme a évolué, le monitoring machin, les entraîneurs, mais moi j'ai quand même un truc de me laisser porter par mes jambes, de me laisser porter par ma tête, mon aspect tactique et essayer de tenter des coups quand je les sens, quoi. J'ai beau avoir des entraîneurs derrière qui vont me proposer des choses, c'est aussi comme je vais le sentir sur ce moment-là. Julien, tu voulais Non, il hésite jamais à se carapater. En fait. Il hésite jamais à se carapater et il l'avait fait. Moi, ça me fera toujours repenser à cette course incroyable des Jeux Olympiques à Tokyo en 2021 où il était dans un. C'est le jour où il avait fendu sa carapace. C'est le jour, ouais, exactement, où il a fendu sa carapace. Cette course, en fait, où il était avec un groupe d'une quinzaine de favoris. T'avais du Roglic, t'avais du Evenepoel, t'avais du Van Aert. Il avait eu le cran d'attaquer dans cette dernière montée, d'aller s'imposer en solitaire sur le circuit en bas du Mont Fuji. Enfin, c'est comme tu dis, c'est Richie style. C'est vraiment un gars qui ose, en fait, et c'est plutôt agréable d'avoir des coureurs comme ça, même si c'est vrai qu'on en a un paquet quand même depuis le début de ce Tour de France qui ose, et on va pas reparler de Mats Pedersen encore aujourd'hui, et pourtant lui aussi a beaucoup osé et on a apprécié. Anecdotique, quoique il rentre finalement dans le top 10. Est-ce que j'imagine que même si on visait pas forcément un super classement général, Luc, du côté d'IF, voilà, rentrer dans le top 10 du classement général, ça fait quand même plaisir. Il y a toujours des accessites et des points intéressants à aller chercher. On prend, et puis il y a toujours aussi cet enjeu avec le maillot à pois, hein. Il est aujourd'hui, comme tu le disais, je crois que c'est Julien que tu disais ça tout à l'heure, il a couru intelligemment, il s'est pas particulièrement fatigué sur les sprints et finalement il est toujours en jeu. Donc en plus, demain et samedi, on est sur des ascensions qui devraient plus le favoriser peut-être que Valentin Paré-Peintre, qui jusque-là a montré qu'il avait un meilleur sprint que Carapaz, mais que Carapaz était meilleur sur les longues ascensions. Alors justement, on va y venir, puisqu'au passage, donc Richard Carapaz se replace donc dans la lutte pour le maillot à pois. Je vais te donner la parole, Julien, je te vois lever la main, mais je vais te donner la parole, ne t'inquiète pas. Valentin Paré-Peintre est toujours le porteur, hein, avec 69 points, même si le leader du classement de ce maillot à pois, c'est bien Tadej Pogačar avec ses 70 points. Vous aurez donc noté un point d'écart. L'équatorien, lui, ne compte que 63 points. Si ma mémoire est bonne, on a eu une belle bataille aujourd'hui, donc entre Valentin Paré-Peintre et Richard Carapaz, et je crois que tu voulais t'exprimer sur cette bataille, Julien. Non, mais c'est intéressant de voir, pour parler de l'intelligence de Carapaz, finalement ne disputant pas les sprints à Valentin, et en gagnant l'étape, il a marqué autant de points que lui aujourd'hui. Oui. Voilà. Et après c'était normal que Valentin Paré-Peintre ait cette tactique, c'est logique. Et pour après, voilà, la lutte, tout est à faire encore. Donc Pogačar a un point d'avance sur Valentin Paré-Peintre, 7 sur Carapaz. Demain, il y a 40 points en jeu, et surtout la 20e étape, 70 points. Donc, Alors, on a compris quand même que Tadej Pogačar, de ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse, bon, le maillot à pois, c'est un petit peu, enfin, il l'a dit d'ailleurs dans ces termes-là, c'est pas une priorité. Donc, en gros, ils traduisez, c'est le cadet de mes soucis, Thomas, pour Tadej Pogačar. Donc ça peut être un avantage pour Valentin Paré-Peintre. Oui, c'est pas sa priorité, sauf qu'il va finir peut-être par le prendre parce que les 2 arrivées au sommet sont quand même importantes pour lui. On a parlé plusieurs fois pendant ce Tour de France des arrivées un peu mythiques, des lieux qui comptaient pour lui, et l'Alpe d'Huez, que ce soit. Mais il y a des points avant quand même, notamment dans l'étape de samedi avec le tout à fait, Galibier. ouais, c'est Croix de Fer, Télégraphe, Galibier et ensuite Sarenne. Sauf que Valentin Paré-Peintre et Richard Carapaz ont forcément beaucoup donné aujourd'hui. Demain, je les imagine être à l'avant de la course. Après-demain, ça peut être plus compliqué en fonction de ce qui se passe. Et comme ils l'ont dit, en fait, je crois que Valentin Paré-Peintre a dit ça. Il a dit il y en a un que je peux contrôler, c'est Richard Carapaz, et l'autre il fera ce qu'il voudra. Est-ce que du coup c'était le bon choix que de s'épuiser aujourd'hui pour Valentin Paré-Peintre? On peut se poser la question aussi. Oui, parce que alors la différence entre Valentin Paré-Peintre et Richard Carapaz aujourd'hui, c'est qu'ils couraient pas tout à fait pour le même objectif. Valentin Paré-Peintre courait en espérant prendre le maximum de points pour le maillot à pois et éventuellement gagner l'étape. Alors que Richard Carapaz, si on résume grossièrement, c'est plutôt l'inverse. Il courait pour gagner l'étape. Et il s'est pas privé de prendre quelques points. Richard Carapaz, ce soir, il va sûrement pas se dire j'ai gaspillé trop d'énergie à mince pour oui, ça c'est sûr. Valentin Paré-Peintre non plus, parce qu'il fait quand même un beau rapproché, il prend 19 points aujourd'hui, il est allé à l'avant.
J'ai pas l'impression que c'est lui qui a le plus gaspillé d'énergie sur les parties plates. Il a fait ses sprints à la fin, mais c'est sûr que ça va peser dans les jambes de main. Tu l'as rencontré avant le Tour et il le disait, c'est son rêve, ce maillot à pois. Il y pense depuis l'hiver. Ils ont fait des calculs avec son coach sur quelles ascensions viser, quels points on va pouvoir glaner ci et là, parce qu'il a déjà gagné une étape et il a déjà gagné au Ventoux. Donc pour moi, c'était tout à fait légitime de lutter pour ce maillot. Juste pour vous remettre la phrase qu'a sortie tout à l'heure Tadej Pogačar quand la question lui a été posée, on est proche avec Valentin au classement, il a pris de bons points aujourd'hui, les 2 prochains jours il y aura beaucoup de points, surtout avec le Galibier, le Télégraphe notamment. Valentin doit se battre dans les 2 prochains jours pour prendre un maximum de points, mais moi ce n'est pas ma priorité. Voilà, qu'on comprenne bien que Tadej Pogačar c'est vraiment le cadet de ses soucis. Julien, je te redonne la parole. Non, je voulais juste préciser que à une place près, Paris Peintre, prenez le maillot à pois véritablement et montez sur le podium. Mais pas de déception pour le coup, parce que les 2 qui finissent devant lui, en fait, dès que ça attaque, il est dans le dur dans la dernière ascension. Oui. Donc, et finalement, en fait, il a quand même pris 4 points à l'arrivée. 23 au final aujourd'hui. Peut-être 4 points qui compteront à la fin. Bien sûr. Alors justement, Valentin Paris-Peintre. Il y en a 4 à prendre à Paris aussi. Pardon. Oui, ça peut jouer dans la dernière butte de Montmartre. Bon, eh bien écoutez, peut-être que comme le maillot vert, ça nous promet une lutte acharnée jusqu'à la dernière ascension. Valentin Paris-Peintre, je le disais, donc 4e, qui ne pouvait pas vraiment faire mieux, hein, tu l'as dit, parce qu'il est battu donc par Carapaz, par Jorgensen et par Mauro Schmid. Il est quand même apparu très souffrant à la fin de l'étape, avec des larmes aux yeux. En tout cas, c'est l'interview qu'on a vue à la télé. Il a expliqué avoir énormément souffert aujourd'hui. Je crois que tu l'as vu justement après au bus, Thomas. Oui, exactement. Alors pas, c'était pas au bus, c'était sur la ligne d'arrivée en même temps que les caméras, mais tu préfères des France Télé plutôt que m'écouter, c'est pas grave. non. Mais parce que tu m'envoies pas le son en direct, c'est ça ton problème, Thomas, en fait. Excuse-moi. Non, il a dit qu'il était complètement vidé en fait à la dernière ascension, qu'il était à bloc et qu'à partir du moment où Richard Carapaz a appuyé sur l'accélérateur, lui, il a complètement explosé. Il a dit, je pensais même pas terminer dans les 10 premiers de l'étape, donc en fait sa 4e place, elle est presque sortie de nulle part, quoi, d'aller choper 4 points comme ça et une 4e place alors qu'il était complètement à l'arrêt, c'est exagéré, mais oui, on l'a senti vraiment très souffrant. Après, il a dit qu'il allait quand même essayer, il allait tout faire pour être à l'avant demain et après-demain. Et encore une fois, la seule différence avec Pogačar, le maillot à pois ne l'intéresse pas, dans le sens où il va pas partir dès la Croix de Fer ou dès le col Bayard demain. C'est ça la différence de scénario de course entre les deux. Luc, Julien, un petit mot sur j'ai vu Tom Stills aussi à l'arrivée, donc son directeur sportif chez Soudal Quick-Step. Et il transparaissait une certaine lassitude, quoi. Il disait, ça prend tellement d'énergie, ce maillot à pois à aller chercher. Et il faut pas oublier que c'est un peu contre nature pour cette équipe-là aussi, qui n'est pas du tout une équipe initialement taillée pour la montagne, qui est une équipe de classique, qui est une équipe qui va chercher des étapes, qui a remporté d'ailleurs trois étapes au sprint. Donc c'est assez curieux aussi pour eux, c'est assez nouveau. Donc ils sont dans cette découverte-là, et effectivement, Paris-Peintre paraissait vraiment très, très exténué à l'arrivée. Ça fait penser à Richard Virenque quand il était chez Quick-Step, qui était quasiment le seul grimpeur de l'équipe et qui faisait sa chasse au poids de manière autonome dans cette équipe, quoi. Mais bon, ça remonte à. Il y a qui comme grimpeur? Louis Vervac un petit peu qui grimpe avec lui, mais sinon effectivement il y a personne Van qui est là Wilder pour. Aussi. Steven marchait très fort aussi. Oui, c'est pas un grimpeur. Oui. Ouais, t'as raison. Bon, en tout cas, lui, il n'était pas déçu aujourd'hui d'avoir été battu à la pédale, ça c'est sûr. Valentin Paris-Peintre. Pour autant, le public sera peut-être déçu de voir qu'au bout de 18 étapes, il y a toujours pas de victoire française. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'était quand même un petit peu l'une des dernières occasions. Tu l'as dit, Tadej Pogačar, il aimerait bien se tailler le doublé de l'Alpe d'Huez. L'étape de Paris, on imagine peut-être un Pogačar ou un Van Der Poel ou des coureurs de ce style-là plutôt s'imposer. Là, ça risque de faire une 1999, là, Julien. Oui, il faudrait soit que Sexas franchisse un nouveau cap et soit capable de battre à la pédale Evenepoel et Pogačar. Tu l'appelles Sexas, tu l'appelles plus Paul. Il y a une rupture ces derniers jours? Peut-être. Non, pas du tout. Mais je prends mes distances, c'est normal. L'objectivité. Avec le masque et tout, voilà. Geste barrière. Mais non... soit Paul, pour reprendre un peu de proximité, franchit un cap et est capable de se bagarrer à la pédale avec Pogačar, ce qui paraît peu probable. Mais après, on sait jamais avec lui. On connaît pas l'état de Pogačar réel avec ce virus qui traîne. Ou alors, moment de flottement dans un final et Martinez dans une grande journée qui part avec des gens au second rideau qui sont pas exactement dans la bagarre pour le podium. Mais ça paraît très, très improbable, une victoire française aujourd'hui. Thomas. Et en même temps, c'est pas une surprise non plus quand on voit la
la composition des dernières échappées. Aujourd'hui, à côté d'un Carapaz, même d'un Matteo Jorgensen, Valentin Paré-Peintre, c'était forcément plus compliqué avec toute l'énergie qu'il avait disputée jusque-là et ces dernières étapes. On a fait un podcast là-dessus hier sur le pédigré des Mats Pedersen, des Michael Matthews, des Mathieu Van Der Poel. On peut pas non plus être déçu de pas avoir de Français gagner. Enfin, si, on peut être déçu, mais on peut pas être surpris. Non, mais le grand public sera forcément déçu. Il faut expliquer pourquoi aussi. Mais oui, mais je pense que le public comprend aussi quand il voit la liste le matin et qu'il voit Tadej Pogačar, Mats Pedersen, Tim Merlier, Richard Carapaz, que les Français en capacité de jouer avec ces mecs-là sont pas si nombreux que ça et que le seul qui pourrait le faire, aujourd'hui, il dispute le classement général pour son premier Tour de France. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut dire. C'est pas le seul qui pourrait le faire et c'est là, je pense, le regret de ce Tour de France, mais il a relativisé parce que ça lui apportera forcément, c'est Lenny Martinez. Oui, bien sûr. Lenny Martinez qui va finir probablement dans le top 10, mais qui s'en souviendra peut-être dans 5-10 ans, alors que sur le papier, parmi les coureurs français, c'est peut-être le seul, avec éventuellement Sexas, qui est capable de battre tout le monde sauf Pogačar, quoi. Par exemple, aujourd'hui, si Lenny Martinez avait été dans l'échappée, il serait allé c'est pas dit que Carapaz le batte à Orsières-Merlette. Mais je pense que c'est un tour qui va compter pour Lenny Martinez. Faire 7e du Tour, c'était quelque chose qu'on lui reprochait depuis le début de sa carrière, son irrégularité. Donc prouver que sur 3 semaines il est constant, c'est une marche supplémentaire franchie. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On se souvient de 2022 à Cahors, Christophe Laporte qui s'était imposé dans la 19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors, et on l'attendait pas forcément à s'imposer justement dans cette étape. Un petit mot du AE et de Tadej Pogačar, puisque je sais que vous avez très envie d'en parler après Yates hier, au tour de McNulty aujourd'hui, de faire défaut. L'Américain a dû jeter l'éponge, sans compter que Timo Wellens termine dernier de l'étape. J'ai envie de te demander, Luc, que se passe-t-il chez UAE ? C'est assez étrange. Pogačar paraît aussi un petit peu marqué physiquement au niveau de son visage. Chez UAE, on continue de se défendre de ça. On dit que tout va bien et c'est de toute façon logique. Je pense qu'il ne voudrait pas montrer la moindre faille. Mais effectivement, on a vu donc McNulty qui a traîné dès le début de l'étape. Visiblement, ce serait un rhume, donc différent de ce qui s'apparentait à une gastro pour Adam Yates. Tim Wellens traînait aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais UAE maintient sa confiance. Et de toute façon, si Pogačar va, tout va, puisqu'il y a aussi Del Toro à côté et une grosse équipe de toute façon. Thomas. La seule différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'Adam Yates est toujours en course et que Brandon McNulty ce soir ne l'est plus. Donc ça, c'est vraiment la différence. Adam Yates s'est accroché. Aujourd'hui, ça avait l'air d'aller un peu mieux. On l'a vu... Oui, mais on l'a vu déjà aller prendre quelques bidons et remonter. Et je pense que si t'es vraiment fini de chez fini, tu fais pas ça. Donc oui, c'est difficile. Et en même temps, les favoris du général, il n'y a pas eu de bataille dans la dernière ascension. Donc en fait, on peut difficilement se dire que l'un ou l'autre est en très mauvais état. Pogačar et Del Toro n'ont pas été attaqués, n'ont pas été testés. Donc ça leur a presque laissé une journée de plus pour se refaire la cerise. Julien. C'est quand même un peu surprenant, sachant cette rumeur, qui est même plus qu'une rumeur, on sait que quelque chose traîne chez UAE, de ne serait-ce pas essayer une seule fois d'attaquer, juste pour voir un peu comment de la part des autres équipes, tu veux dire, de la part des autres équipes, de Red Bull, même de Decathlon, une attaque, voir comment réagit Pogačar ou Del Toro. Si jamais ils suivent tout à fait normalement, très bien, on a compris qu'ils ont l'air d'aller à peu près. Mais du coup, on ne sait même pas si ça se trouve, ils étaient un peu à la rupture, ils ont réussi à le masquer. Un petit peu à l'image du Tour de l'an dernier, finalement, où Pogačar avait cette blessure au genou, qu'il avait le corps complètement gonflé, et personne n'était au courant, mais ça n'allait plus du tout. Et aucune équipe adverse n'avait cherché à le renverser. On verra demain, mais donc le podcast de demain, peut-être que je ferai amende honorable, mais j'ai presque l'impression que demain, il va pas se passer grand-chose non plus, et que tout le monde fait tapis sur l'étape de samedi, qui sera la plus dantesque, et que demain, on va se dire, on va garder un peu d'énergie. Je pense notamment à Decathlon et Paul Sexas. Il y a 20 secondes entre Del Toro et Paul Sexas. Si c'est pour reprendre 45 secondes demain au prix d'un énorme effort, mais exploser samedi, ça sert peut-être pas à grand-chose. Donc j'ai bien peur, je m'en fous, mais je me dis que beaucoup d'équipes vont se dire on fait tapis samedi, on verra bien. Ça sera une course de côte demain dans l'Alpe d'Huez, mais après, si tout le monde attaque, se met à fond, chacun fera son propre effort maximal et va pas dépenser plus d'énergie que les autres. Mais pour revenir à l'état de l'équipe UAE, là, en l'état,
le seul équipier en montagne qui apparaît à peu près en bonne santé, c'est Großschartner. Les autres, Très fort. avec Très Del fort, Toro. Großschartner, Je vous pose la question, mais c'est un sujet d'en parler justement de cette méforme du AE, ou ça n'est pas un sujet tant Tadej Pogačar est de toute manière un leader qui manifestement n'a besoin de personne, sauf si vraiment catastrophe dans une descente qu'il faut changer de vélo ou je ne sais quoi. Je pense que l'état de ses troupes n'est pas tellement un sujet, c'est l'état de Pogačar en tant que tel qui en est un, parce que aujourd'hui il y a une vraie incertitude qui plane sur. On n'a pas de réponse précise sur l'état de Pogačar. En l'occurrence, par contre, on en a sur Adam Yates et Brandon McNulty aujourd'hui, et peut-être même Tim Wellens, parce que Tim Wellens, même hier, il a fait un énorme effort. Et en fait, les deux questions sont liées sans l'être totalement, mais c'est si jamais une équipe décidait de foutre le bazar à très très loin de l'arrivée, Tadej Pogačar pourrait être vite esselé, et c'est là où que ça serait compliqué. Et, enfin, je dis Pogačar, mais j'inclus aussi Isaac Del Toro dedans. Si Del Toro est esselé et commence à être moins bien, Pogačar, je ne pense pas qu'il va faire l'équipier comme il a fait une ou deux fois pendant ce Tour de France à vouloir sauver Del Toro. Mais manifestement, c'est pas l'état d'esprit de ses adversaires. Pour le coup, tout à l'heure, Paul Sexas et Decathlon en parlaient un peu. C'est la 3e semaine, il y a beaucoup de fatigue. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça, de se dire, oui, il y a quelque chose à faire, mais si c'est pour nous-mêmes exploser totalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et donc avec 2 rations d'Alpe d'Huez cette année, puisqu'il y aura donc l'arrivée par les 21 lacets, demain l'arrivée traditionnelle et mythique, et samedi on aura une autre arrivée. On a hâte évidemment de voir ce qui s'y passera. L'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez. On n'est pas encore en Italie. Pas sûr, celle-ci. Pas sûr. Bon. Je l'ai pas comprise là. Bah, Douai, c'est Douai, deux en italien. J'ai pas fait le V2 italien. Bon, merci beaucoup Thomas pour toutes ces blagues. Merci Luc pour l'expertise, et merci Julien également d'avoir été là. Je vous laisse Pour filer. quelque chose. Moi, je vous parle tout de suite D'avoir meublé. Hein. de la 19e étape du Tour de France 2026. C'est dur ce soir. Vendredi 24 juillet, antépénultième étape de ce Tour de France, la première des 2 arrivées prévues à l'Alpe d'Huez, avec un départ de Gap et un parcours express de 128 km à travers les Hautes-Alpes et l'Isère. Une étape de montagne, certes, mais que l'on peut déjà annoncer comme plus facile que celle qui suivra le lendemain, avec tout de même 4 difficultés au programme. Le col Bayard, qui ouvrira d'emblée les débats et sera franchi après 5 km de course. S'en suivra le col du Noyer, classé en première catégorie, avec ses 7,2 km à 8,5% de pente moyenne. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 100e kilomètre pour passer le sommet du col d'Ornon, classé en 2e catégorie, avant de redescendre vers Bourdoisan, puis d'emprunter les mythiques 21 lacets de l'Alpe d'Huez, 13 km à 8%, classés hors catégorie. Alors qui pour l'emporter et succéder au palmarès à Tom Pidcock, dernier vainqueur en 2022? Tadej Pogačar aura-t-il à cœur d'inscrire cette étape à son palmarès pour la première fois? Un Français sera-t-il capable d'imiter Christophe Riblon, Pierre Rolland ou encore Bernard Hinault, lauréat par le passé de cette montée mythique? Réponse peu après 17h, et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'Équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli L'Équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain.